Bonsoir à tous, bienvenue. Ce soir, Nice est la capitale de l'IA musicale. Nous sommes ravis de vous accueillir. Et Monsieur Ginesi, président du département des Alpes-Maritimes, président du syndicat mixte de la Maison de l'intelligence artificielle, a organisé et nous accueille ici dans son palais. Merci Monsieur le Président. L'affaire, c'est à vous. Merci. Juste quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire combien j'ai un grand plaisir ce soir à vous voir aussi nombreux dans ce palissard de répondre à l'invitation de ces IA Dates qui marquent de grandes étapes. Nous avons eu des personnes célèbres, des personnes qui étaient très impliquées sur l'intelligence artificielle, sur l'IA générative. On a eu le général Perrault, on a eu Luc Ferry, on a eu Luc Julia, on a eu énormément de personnes. Je ne vais pas tous les citer parce que je vais certainement en oublier. Mais ce soir, nous sommes et vous êtes tous intéressés par la culture, par la musique. Et je vois qu'il y a un grand intérêt de savoir ce que les musiciens vont devenir. J'en discutais avec M. Martin, qui nous fait ce soir l'animateur et qui est un grand personnage de la culture. C'est l'avenir des musiciens qui se joue aujourd'hui. Alors nous avons les invités de la table ronde, ils pourront en débattre, ils vont en discuter, ils vont nous apporter leur science. Chacun a un rôle et une expérience particulière. Nous avons vu également nos intervenants sur les 3 ateliers qui ont enrichi nos interventions, nos questionnements. Et ça nous ramène à un temps, en tout cas ça me ramène à un temps où j'étais l'invité en tant que parlementaire de l'Institut des hautes études des sciences et de la Terre. Et dans ce cadre-là, nous avons eu une réflexion avec, c'était en 2015, une interrogation. Est-ce que la révolution du numérique, est-ce que l'ordinateur, nous n'avions pas encore cette notion qui est aujourd'hui totalement vulgarisée de l'intelligence artificielle, existait. Et la question, c'était de savoir si l'intelligence artificielle de l'époque avait la capacité de remplacer un orchestre. Eh bien, je peux vous dire que les puissants intervenants qui étaient là pour répondre à nos interrogations nous disaient quasiment avec affirmation à 80% que cela n'était pas possible. Que cela n'était pas possible parce que le chef d'orchestre impulse à son orchestre des temps de respiration, impulse un regard, impulse une transmission d'émotions que la machine n'est pas capable de transmettre. Et pourtant, en 2024, on voit que le questionnement est plus fort que jamais et que les réponses sont probablement inversées. Je ne sais pas s'il y a encore des sceptiques sur le sujet. Moi, en tout cas, je suis complètement convaincu qu'il y a aujourd'hui, avec l'IA générative, une capacité demain à impulser une nouvelle musique. Et on l'a vu dans le 3e atelier tout à l'heure. Je ne suis pas un grand musicien et j'avais du mal à l'oreille à savoir si la musique qui était diffusée était une musique générée par l'intelligence artificielle ou si c'était une musique enregistrée par des musiciens, par des chanteurs. Donc on s'y trompe de plus en plus parce que le machine learning est passé là-dessus, parce que le deep learning est passé là-dessus, parce qu'on voit que la machine avale de plus en plus de l'émotion, avale de plus en plus de la sociabilisation, avale tout simplement ce qui fait la différence du sujet. Et pourtant, on a vu dans les différents ateliers qui ont ici été programmés par Marco Lenzi, président de l'Institut Europia. Vous pouvez l'applaudir, Marco. On a vu qu'il y a eu des sujets assez extraordinaires et où, en définitive, les métiers dont on pensait qu'ils étaient condamnés pouvaient réapparaître d'une autre manière et sous une autre forme. Alors, je le disais à M. Martin, je pense très sincèrement, au fond de moi-même, qu'il y aura, si demain la machine a une capacité à faire de la musique, comme le fait l'homme aujourd'hui dans sa création, qu'il y aura toujours pour l'homme
un créneau qui lui permettra de s'exprimer, de faire une musique différente, de faire une musique qui rentre dans la culture. Alors je vois Christian Tournière, qui est le directeur du Conservatoire des Alpes-Maritimes, à côté de Delphine Guérard, qui aujourd'hui sont installés dans ce palais sarde et font de la musique. Bon, Christian, ne rigole pas. Si je te cite, c'est tout simplement parce qu'avec tes 40 professeurs de musique, je ne voudrais pas que tu ressortes de là avec l'idée que vous serez demain matin remplacé. Non, loin de moi cette idée-là. Je sais que votre créativité n'aura pas de limite et que vous saurez toujours rebondir sur le sujet. En tout cas, la question est posée, mais elle mérite véritablement de trouver des solutions. Parce que ces solutions, on voit que les plus grands musiciens peuvent aussi trouver l'homme augmenté. L'homme augmenté qui consiste à faire que la machine va aider à la créativité. Vous me disiez tout à l'heure vous-même que la production aujourd'hui d'un auteur-compositeur, d'un producteur, est multipliée par 10 par rapport à ce qu'il pouvait faire il y a 15 ans en arrière. C'est dire que l'homme augmenté a une capacité de grande créativité, de plus grande productivité. Ça a toujours été le cas. Moi, je me souviens de ces musiques avec Chéron, qui était venu nous faire un concert assez exceptionnel. Je sais qu'avec Jean-Michel Jarre, qui a été là aussi celui qui nous a fait rêver pendant des années à utiliser des synthétiseurs et des machines pour aller plus haut et plus loin, sans parler de Spotify qui, aujourd'hui, probablement, vous allez nous en parler un peu plus, va nous faire rêver avec des musiques qui sont diffusées de façon générative ou pas, mais on voit, et c'est la satisfaction que nous pouvons avoir. Ici, avec Marco Lenzi, avec José Amendola, qui est le directeur de l'AMIA. L'AMIA, c'est la maison de l'intelligence artificielle, qui a succédé à Isabelle Galli, qui travaille sur un autre sujet, qui est l'observatoire départemental que nous avons sur le numérique. Eh bien, aujourd'hui, Marco, José, Isabelle, Delphine, nous pouvons avoir véritablement le sourire. Parce qu'en 2017, lorsque j'ai convaincu mes collègues du conseil départemental de se lancer sur ce contrat que l'on a appelé le contrat du Smart Deal. Alors, vous allez me dire, cet anglicisme, pourquoi cet anglicisme? Eh bien, tout simplement parce que l'anglais est parlé par tous ces spécialistes et par tous ceux qui s'intéressent de près au numérique et à la révolution du numérique, c'est beaucoup plus compréhensible. Mais on peut tout simplement le traduire en disant que c'est le contrat pour numérique. Le contrat pour le numérique, tout simplement pour s'acculturer à la révolution du numérique. Je ne dis pas de produire de l'intelligence artificielle, bien qu'au bout du bout, notre vocation, notre objectif, c'est de ne pas laisser perdre les données, les datas. Tout le monde parle des datas, tout le monde parle des données, mais combien d'entre nous savent utiliser correctement ces données? Probablement sur le secteur privé et de l'économie et de l'entreprise, facilement et beaucoup plus que dans le public, mais on est sur une perte de ces datas qui ne doit pas être acceptée, parce que c'est pour nous la possibilité de faire les choix de demain, de faire les choix beaucoup plus précieux, beaucoup plus précis, tout simplement pour être au service de l'homme. Voilà pourquoi je vous disais, en prenant la parole, que j'étais un président heureux de vous recevoir aujourd'hui dans ce palais sarde, voyant cette salle bien remplie, ces ateliers pour lesquels vous avez une belle participation et votre intérêt de plus en plus élevé. Marco, je pense qu'il va falloir d'ailleurs qu'on pense à pousser les murs, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ces IA-Date, et ça m'amène tout simplement à vous dire que nous aurons... Alors je sais qu'il est très discuté. Chaque fois que je parle de lui, on m'attrape à la sortie de mes propos en me disant « Tu nous parles de Laurent Alexandre, mais ce n'est pas lui qu'il faut suivre. » Peu importe le sujet, qu'on soit pro-Alexandre, pro-Laurent Alexandre. Moi, j'ai commencé à m'intéresser sur l'IA et l'intelligence artificielle par un bouquin que m'avait signalé Marco, qui était « La guerre des deux intelligences » de Laurent Alexandre. Et la guerre des deux intelligences, c'était 2017-2018.
Vous reprenez le bouquin de Laurent Alexandre tel qu'il l'a écrit en 2024, où il programme avec l'IA et ChatGPT la mort de la mort. Un bouquin assez intéressant. Mais vous aurez l'occasion de le rencontrer, de l'écouter, de lui poser les questions. Si vous venez le 10 décembre au Palais de la Méditerranée, dans le cadre des IA Date, on aura une grande et belle rencontre. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre enthousiasme. Merci également d'avoir joué le jeu, parce que vous étiez avec DJ Quoi qui est le DJ qui a animé le blind test ici. Merci, DJ Quoi. Et vous avez joué le jeu en vous prononçant, en vous disant oui, c'est l'IA ou pas l'IA. Vous étiez tout aussi surpris à l'atelier de Jean-Louis Hennequin quand on a fait nous-mêmes générer nos propres musiques. Et vous étiez tout aussi intéressé par Kep. Kep qui est un rappeur local qui en fait crée son art autour du rap grâce à de l'IA. Et vous étiez tout aussi intéressé par écouter sa production. Donc merci pour cette ouverture d'esprit. Merci beaucoup. Merci également Monsieur Tournière, parce que je sais que tout ce qui est monde des conservatoires est très intéressé par l'IA et par ce qui se passe aujourd'hui. On a besoin de vous pour que la musique retrouve encore de la hauteur. C'est le challenge de ce soir, mesdames et messieurs. C'est comment l'IA va pouvoir augmenter notre créativité. On va se le dire, la crème du business musical français aujourd'hui et international, qu'on soit dans plusieurs univers musicaux. Nos 4 intervenants vont vous expliquer et partager leur point de vue. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Ça peut être clivant. On n'a pas la solution. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut y réfléchir maintenant, avant que l'IA y réfléchisse pour nous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir François Pachet, qui va prendre la parole. François, puis-je vous présenter, François, comme l'homme des 3 S. S pour Sony. François Pachet a dirigé les labos de Sony. Il a dirigé l'innovation au sein de Spotify. C'est le 2e S. Et le 3e S, qu'est-ce que ça pourrait être ? Je ne sais plus. Tu m'avais dit tout à l'heure, j'ai oublié. Le succès de ce soir. Merci François, la parole est à toi. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content de venir ici parler d'IA. C'est toujours intéressant d'échanger parce qu'en effet, tout le monde n'est pas d'accord. Et puis parce que la situation est assez compliquée au fond. Et donc mon but là, c'est de vous parler un petit peu de la situation concernant l'IA et la musique. Mais moi, je suis plutôt scientifique quand même au départ. Donc, comme disait mon directeur de thèse, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que quand on comprend ce qui se passe, on se sent mieux, tout simplement. C'est pas d'énoncer des slogans en disant, ou des prédictions ou avec des affirmations, mais c'est d'essayer d'expliquer un petit peu la situation. Alors, avant de parler d'IA et de musique, je voudrais parler de musique, tout simplement, très très rapidement. Parce qu'il y a une trentaine d'années, bon ça c'est un dessin qui est très drôle, mais c'est pour ceux qui aiment le New Yorker et qui lisent l'anglais. Il y a une trentaine d'années, on écoutait la musique avec des objets tangibles comme les vinyles, les cassettes, les CD. Et puis bon, un être humain occidental moyen avait une centaine de ces choses-là chez lui. Moi, quand j'étais jeune, j'avais peut-être une centaine de disques et c'était déjà beaucoup. Et puis bon, il y a eu ce que vous savez, c'est-à-dire la numérisation de tout ça, les réseaux, Internet. Et aujourd'hui, on est passé, comme disent les ethnologues, d'une société de la rareté. Parce que les disques, la musique était rare. Elle était rare. Quand on voulait écouter quelque chose qu'on avait entendu à la radio, c'était pas facile. Il fallait aller acheter le disque, et le disque n'était pas forcément à la FNAC, etc. Donc c'était la rareté. On est passé d'une société de la surabondance. Au passage, la surabondance, c'est la caractéristique des sociétés primitives. Mais bon, on ne va pas se lancer là-dedans. Aujourd'hui, vous avez 100 millions de titres disponibles sur toutes les plateformes, bon, ce qui est à peu près 100 000 fois plus qu'il y a une cinquantaine d'années. Bon, c'est des chiffres à la louche. Mais donc, on est passé de choses rares à choses tellement en surabondance qu'on peut se poser même la question de leur valeur, en tout cas leur valeur sociale. Bon, c'est pas simplement qu'il y a beaucoup d'albums ou de musique disponibles, en fait toute la musique est quasiment disponible, mais c'est qu'il y en a aussi beaucoup plus qui est produite par jour. Donc environ,
On crée une centaine de milliers de nouveaux titres. Bon, il faut discuter parce qu'il n'y a pas que de la musique, mais c'est surtout de la musique par jour. Donc c'était à peu près ce qu'on faisait par an il y a 40 ans. Et donc non seulement il y a beaucoup de musique, mais en plus on en crée de plus en plus. Donc on est dans cette société-là. Et ça n'a rien à voir avec l'IA, c'est la société humaine. Et je rappelle que cette situation, on l'a, nous, individus, les politiques, que j'ai soutenus d'ailleurs, tous voulu depuis les Grecs. Hein, l'accès pour tous. C'était un slogan de la Commission européenne à une époque. On voulait l'accès à la culture pour tous et on l'a. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est problématique. On n'est pas ici pour parler du business de la musique, mais c'est problématique parce qu'en effet, il y a un effet de dévaluation qui est manifeste. Bon. Il y a par ailleurs quelque chose qui s'appelle la baisse du niveau musical. Alors ça, c'est un peu polémique, parce que je suis aussi musicien, donc je ne suis pas en train de critiquer des musiciens, pas du tout, mais c'est la baisse du niveau musical, surtout pour la musique, on dit mainstream. C'est-à-dire la variété, comme on dit en France, la musique pop, la musique qu'on écoute en masse. Bon, il y a plein de gens qui disent ça, c'est pas moi uniquement. Rick Beato, qui est un critique connu. En France, Étienne Guéraud, qui fait des choses très intéressantes, qu'il a analysé par exemple les musiques des films de James Bond, hein, qui sont toujours sur le même thème depuis des années, mais à chaque fois déclinées de manière différente par différents artistes, et on peut compter la variété harmonique, la diversité mélodique, timbrale, rythmique, et là, il n'y a pas photo. Il y a un effondrement visible, même quand on ne connaît pas la musique, on voit ce qui se passe. Et il y a aussi les scientifiques qui sont intéressés à ça. Il y a des articles scientifiques qui mesurent tout un tas de critères. Bon, alors on peut discuter, est-ce qu'on peut vraiment mesurer la musique? Bon, ça, c'est un autre sujet, mais enfin, on voit quand même qu'il y a une baisse de la diversité, de l'inventivité au niveau de la composition, pas du tout au niveau de la production, de la qualité sonore. Là, par contre, il y a un énorme accroissement. Un titre de Taylor Swift aujourd'hui, il y a quoi, 500 pistes? Les Beatles, Sgt. Pepper, il y en avait 4. Donc manifestement, la qualité audio, la qualité du son est incroyablement supérieure. Par contre, là, il y a un problème de baisse de qualité en composition. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui de parler de ça, mais c'est là-dedans qu'on arrive, c'est dans ce contexte que l'IA arrive. Hein. Donc il y a un contexte un peu sinistré, on peut dire, d'une certaine manière. C'est quoi l'IA? Bon, là, on va faire un cours d'IA. Je ne prendrai pas plus d'une heure parce que ça va vous fatiguer, mais... Voilà, l'IA, c'est ça. C'est des réseaux de neurones, en fait. C'est pas de l'IA. Vous l'avez dit très bien, c'est le deep learning, en fait, dont on parle. C'est pas l'IA. L'IA, ça existe depuis 1956. Donc, il n'y avait pas de réseau de neurones à l'époque, mais il y avait d'autres choses. Et la chose que je voudrais dire ici, c'est à mon avis important, c'est que cette IA-là, ces réseaux de neurones, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils résolvent des problèmes bien posés. Et qu'est-ce que c'est un problème bien posé? C'est un problème pour lequel on sait parfaitement décrire ce que c'est qu'une solution ou ce que c'est qu'une bonne solution. Voilà, cette image, il y a une tumeur dedans ou il n'y en a pas. D'accord ? La voiture, elle tue des gens quand elle conduit toute seule ou pas. Le jeu d'échecs, je gagne, je perds. Donc on sait définir ce que c'est que la vérité dans ces contextes-là. Et je reviendrai là-dessus après, mais c'est très important parce que vous allez voir qu'en fait, quand on fait de l'IA générative, c'est-à-dire l'IA appliquée à la fabrication d'objets, d'artefacts culturels, pour être un peu pompeux, il y a une énorme entourloupe. Et l'entourloupe, c'est que les objets culturels ne sont pas bien définis. On ne sait pas dire ce que c'est qu'une bonne chanson, on ne sait pas dire ce que c'est qu'un texte intéressant, une jolie image, une vidéo... qui soit attirante, etc. Mais on le fait quand même. Hein. Donc c'est là où vous allez voir qu'il se passe des petits trucs un peu bizarres. Alors, en musique, il y a des problèmes bien posés, ça existe. Il y en a au moins 2 qui étaient des problèmes très connus, réputés très difficiles, voire insolubles, il y a encore très peu de temps, quelques années. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelait la séparation de sources. Donc, vous avez un morceau mixé, dedans, il y a du piano, vous voudriez extraire le piano, avoir que le piano, ou que la voix. Alors ça, il y a des chercheurs qui ont travaillé toute leur vie là-dedans, avec des techniques mathématiques très compliquées. Et puis, il y a quelques années, le problème, il a été effacé. Avec le deep learning, le problème a disparu parce qu'on arrive à le résoudre parfaitement. C'est pour ça que les Beatles, par exemple, l'année dernière, ont sorti une nouvelle chanson qui n'a pas du tout été créée par l'IA. L'IA, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a séparé parfaitement la voix de John Lennon d'une ancienne cassette. Et autour de ça, les Beatles, enfin Paul McCartney, a reconstitué une chanson, mais de manière totalement traditionnelle, je dirais. Donc quand on dit l'IA, il faut faire attention. L'IA, là, marche parfaitement, elle sépare les sources. Et c'était un problème difficile il y a 5 ans, un peu plus. Le problème a été effacé. C'est très impressionnant quand les problèmes disparaissent. Il y a des carrières de chercheurs entières qui disparaissent aussi avec. Mais
Le deuxième problème qui est bien posé, c'est la synthèse de la voix chantée. Les gens travaillent dessus depuis les années 60. Comment on peut faire chanter une voix? Ça a été très bien démontré tout à l'heure dans les ateliers. Maintenant, on y arrive parfaitement, quasiment, et puis ça va être parfait. Donc ce problème a été effacé. C'est comme ça que Grimes a fait un certain nombre de titres avec des clones de sa voix, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est des problèmes bien posés. Dans les cas où le problème est bien posé, on a des données, le problème il disparaît. Il est parfaitement résolu, il faut le savoir. C'est vrai pour le Go, pour la voiture autonome bientôt, pour la détection de tumeurs, pour tout un tas de problèmes, parce qu'on sait les poser. Bon, là, maintenant, on a aussi des systèmes, et c'est là que ça commence à être un petit peu bizarre, de génération. Ça a été beaucoup démontré avant, tout à l'heure, qui marche drôlement bien, par exemple Suno et Audio, où on met des prompts et puis ça génère des titres entiers, ce qu'on appelle end-to-end en anglais, c'est-à-dire de bout à bout. Donc on part du prompt qui est écrit en français ou en anglais. Et on a Alors je voudrais faire écouter un exemple de Suno. Donc c'est un prompt qui dit voilà, j'aurais du big band et puis avec le mot shit dedans, le S-word comme on dit en anglais. Et ça génère ça. Je vais vous le faire écouter. We're getting love, we're getting hugs, but the side is fucking down, the side is fucking down. Oh shit! Ok. Alors, moi, je l'ai écouté 3 fois, puis au bout de 3 fois, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous savez ce qui ne va pas là-dedans? Vous n'êtes que des musiciens, là, non? Maintenant, vous allez battre la mesure. Puis vous allez me dire si c'est du 2-4, du 3-4, du 4-4, d'accord? Il y a un problème de signature rythmique. Et après, je donne les notes. Alors, allez-y. We're getting love, we're getting hugs, but the side is fucking down, the side is fucking down. Il n'y a pas de mesure. Oh shit! C'est du 1-1, c'est-à-dire qu'il y a un temps. Mais alors, par contre, c'est pas facile de s'en rendre compte. Il faut vraiment écouter avec attention. Alors, pourquoi il n'y a pas de mesure? Pourquoi il n'y a pas de signature rythmique? Parce que le système n'a aucune idée de ce qu'il fait. Donc ça, c'est quelque chose que vous entendez souvent, comme en ChatGPT. ChatGPT ne sait pas ce qu'il fait. La musique par IA, les systèmes ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ils ne savent pas? Pour cette raison-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce dessin. C'est-à-dire qu'en fait, nous, êtres humains, si on vous demande combien la vache fait de largeur ou de longueur, vous savez qu'il y a forcément plusieurs vaches. Parce que vous savez qu'une vache, ça ne peut pas faire plus de 4 mètres. Et encore. Le système d'IA, il ne le sait pas. En fait, il ne sait pas du tout ce que c'est qu'une vache, mais il ne sait pas du tout ce que c'est qu'une signature rythmique, un accord, une mélodie. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Il fabrique des objets petit à petit avec des prédicteurs qui sont très très bons. Mais il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Donc en effet, il y a beaucoup d'erreurs. Et ce ne sont pas des erreurs d'ingénierie qui vont être réparées bientôt. Non, c'est des erreurs de fond. C'est des erreurs de fond parce que ces systèmes-là ne font pas du tout de la musique, des textes, des images comme nous le faisons, c'est-à-dire en essayant d'y mettre une certaine attention. Ils les font par collage progressif. Bon. Donc ce genre d'erreur va rester. Et je vais sucrer un peu tout ce que je veux dire. Qu'est-ce que je voudrais vous dire ce soir? C'est-à-dire qu'en fait, ces techniques, elles sont là, elles sont néanmoins très puissantes. Et ce qui est très intéressant, pour moi, en tant que scientifique et musicien, qui me suis toujours posé des questions fondamentales sur la musique, par exemple, pourquoi j'aime telle musique, qu'est-ce qu'il y a dans tel morceau qui me plaît vraiment, qui m'ont agité depuis que je suis né, auquel je n'ai jamais vraiment trouvé de réponse. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA d'aujourd'hui, en fait, elle nous pousse à nous poser de nouvelles questions qui sont absolument fascinantes. Si j'ai le temps, je vais vous donner 4 éléments, puis après j'arrête. Alors le premier, c'est qu'on pourrait dire, voilà, on a des données de popularité. Popularity en anglais, popularité, ça veut dire, on sait par exemple quels sont les titres les plus écoutés. On sait aussi quelles sont les chaussures les plus achetées sur Amazon. On connaît la popularité de tous les objets qui sont consommés en fait, avec des données gigantesques. Donc on pourrait très bien se dire, puisqu'on a ces données-là, on sait quels sont les articles ou les chansons les plus aimées, les plus écoutées, on peut entraîner un système d'IA avec ces données-là pour fabriquer de la musique qui donc par définition va être elle-même populaire, va elle-même plaire à des gens puisque ça a été entraîné sur ces données-là. Alors c'est une grosse erreur de faire ça, et ça c'est fascinant. Donc je vais prendre 2 minutes pour dire pourquoi c'est une erreur, pourquoi ça ne marche pas,
Et c'est une bonne chose pour les musiciens, c'est une bonne chose pour les artistes, c'est qu'on ne peut pas utiliser les données de popularité comme données d'entraînement pour les systèmes d'IA. Enfin, on peut le faire, mais si on le fait, on fera n'importe quoi. Bon, ça c'est fait pour vous faire peur, mais c'est un article qui est paru dans Science en 2006, il y a longtemps, que tout le monde devrait lire. Mais évidemment, personne ne lit, mais ce que cet article dit, il dit que lorsque vous vous intéressez aux préférences subjectives, c'est-à-dire ce que moi j'aime, ce que lui aime, ce que vous aimez, etc., les préférences subjectives, eh bien ces données, elles sont totalement chaotiques. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai toute ma vie cru que j'aimais profondément les Beatles parce que les Beatles c'était drôlement bien. Eh bien non, cet article m'explique par A plus B que c'est pas vrai. J'aime les Beatles parce que je suis né dans les années 60 et que j'ai été soumis à ce qu'on appelle la pression sociale. En 2 mots, comment ils ont fait l'expérience? Je sais je vais me faire engueuler en sortant d'ici, mais je finis. L'expérience est magnifique. Elle prend 2 populations de gens et leur fait écouter la musique. La première population, ils écoutent la musique indépendamment les uns des autres. Et on regarde quels sont les titres qui sont préférés. Et on voit qu'il y en a quelques-uns qui sont préférés. Les tubes de cette population totalement autiste. Dans une deuxième expérience, ils font la même chose, mais les gens sont influencés parce que quand dans le groupe, quelqu'un aime quelque chose, le titre remonte un peu dans la liste. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la pression sociale. C'est le monde dans lequel nous vivons. Ce qu'on écoute à la radio, on le partage, on l'écoute tous, ou à la télé, ou etc. Eh bien, ce que ça montre, c'est que dans le premier monde, il y a des tubes qui sont liés à la qualité intrinsèque. Dans le deuxième, il y a des mégatubes, mais qui sont dus uniquement au fait qu'il y a la pression sociale. Le plus fascinant, c'est que quand on fait l'expérience 8 fois dans le deuxième monde, c'est-à-dire le monde qui est le nôtre, celui de la pression sociale, on a 8 fois des tubes différents. Ça veut dire que si on prend le curseur du temps et en arrière, on n'aura pas les mêmes tubes aujourd'hui que ceux qu'on a. On n'aura peut-être pas Taylor Swift, on aura peut-être quelqu'un d'autre. Donc ces données-là de popularité, elles sont foireuses, totalement foireuses. Si on ne peut pas construire un système qui est entraîné là-dessus parce qu'elles ne veulent rien dire. D'accord ? Et d'ailleurs, la préférence subjective aussi, c'est une question très compliquée parce qu'on est tellement sûr d'aimer nous-mêmes tel type de voiture, tel type de femme, d'homme, de musique ou de je sais pas quoi. Donc on est persuadé que c'est nous, mais en fait, c'est pas tellement nous, c'est un tout petit peu nous. Donc ça, l'IA nous le montre, ça. Donc déjà, ça marche pas. Bon. Après, j'arrête avec les diagrammes, mais un réseau de neurones, ça fait ça à peu près. C'est-à-dire, il y a des entrées, des sorties. Mais ce que je voudrais montrer là, juste dire, c'est qu'en fait, là, vous avez un truc qui s'appelle l'erreur. Vous le voyez pas en haut, là, en violet. En fait, ce que ça fait, c'est que ça calcule l'erreur entre ce que fabrique le réseau et ce qu'il faudrait qu'il fasse. Et cette erreur, elle est propagée grâce à ce qu'on appelle la descente de gradient, inventée par Newton il y a 300 ans quand même. Donc c'est pas tout neuf tout ça. Mais ce qui est très important, c'est que ça marche vachement bien pour tout, sauf qu'attention, on fait ça pour de la musique. C'est quoi l'erreur en musique? C'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur quand vous générez une image? C'est quoi l'erreur quand vous générez un texte? En fait, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire, on ne peut pas définir une erreur. Donc, on va définir des bricolages pour faire que ça marche quand même. L'erreur, elle va être la distance par rapport au prompt. Mais ça ne va pas être une erreur qui va définir la qualité de ce qu'on va produire. D'accord ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, soyez conscients que ces systèmes d'IA génératifs utilisent des mécanismes extrêmement perfectionnés lorsque le problème est bien posé, mais qui en fait, n'ont aucun sens dans la génération d'artefacts. D'ailleurs, au passage, je vous propose une définition de l'art. Ça, j'aime bien le faire, parce que l'art, c'est quoi? C'est la production d'objets pour lesquels il n'existe pas de fonction de coût. C'est-à-dire qu'on ne sait pas les évaluer. Si on sait les évaluer, c'est plus de l'art, c'est l'ingénierie ou je ne sais pas. Voilà. Donc, on utilise de l'ingénierie pour faire des problèmes bien posés, pour des problèmes qui n'en sont pas. Bon, donc, quand on est conscient de ça, comme disait l'autre, on se sent mieux. Mais bon, ça, je saute. Je saute. Ce que je voudrais dire aussi maintenant, c'est qu'on est dans une société, moi en tant que chercheur, etc., on est à la compétition et on veut toujours faire des choses meilleures. Bon, l'IA générative d'aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'on appelle les transformers, les réseaux de neurones en question. Mais en fait, ça a commencé il y a déjà 100 ans avec les chaînes de Markov et des modèles comme ça. Et tous ces modèles, c'est juste à chaque fois des améliorations des modèles précédents. Un réseau de neurones de base, c'est un modèle de Markov, mais plus intelligent. Mais ça fait la même chose. Ça modélise des propriétés statistiques d'un ensemble d'objets. Donc ils sont de plus en plus bons, ils sont meilleurs. Et un transformer, oui, c'est meilleur qu'une chaîne de Markov. Mais alors la question, c'est est-ce que quand on a un meilleur algorithme, on a de la meilleure musique? Donc en 1956, c'est-à-dire 70 ans, à peu près,
des chercheurs américains ont fait un truc qui s'appelle Iliac Suite. Bon, là j'ai des problèmes d'internet, je vous en fais écouter un peu. Ils se sont dit, on veut générer d'un truc qui ressemble à du Bach, à des chorales de Bach, 4 voix. Donc ils ont utilisé des chaînes de Markov, très vieux modèle, et ils ont produit ça. J'ai des problèmes d'internet, allez voir, c'est sur internet, c'est sur le web. Nous, à Sony, en 2016, c'est-à-dire donc 50 ans, 40 ans plus tard, non, 60, pardon, on a fait la même chose. C'est-à-dire, on va générer des chorales de Bach, mais avec non pas des chaînes de Markov, mais des réseaux de l'époque, d'aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait du son. Donc, ça, c'est l'exercice qu'on fait quand on fait de la musique baroque. On a une voix et puis on essaie d'écrire les 4 autres dans le style de Bach. C'est très dur. Il faut des années d'études pour faire ça comme il faut. Bon, ben là, le système, on lui donne les 400 chorales de Bach, il apprend ça, il fait... Voilà. Il y a certainement ici des gens qui font de l'écriture, qui vont dire qu'il y a des maladresses. Oui, il y en a. Mais quand on fait des tests, il n'y a pas photo entre ça et les chaînes de Markov. Le modèle, il est meilleur. Moi, la question que je pose, c'est vous écoutez les deux, et le lendemain, vous vous dites lequel j'ai envie de réécouter. Voilà. Il est clair que ça, c'est un très bon exercice. C'est un exercice très, très, très bien résolu, avec peut-être... le premier, il est très, très mauvais. Lequel est le plus intéressant? Pour moi, il n'y a pas photo. Le premier est beaucoup plus intéressant parce qu'il il fait des choses un peu nouvelles, bizarres, qui me intriguent et qui vont me pousser à vouloir le réécouter. Donc là, on est dans une société techno-driven, comme on dit en français. Il faut toujours des meilleures technologies, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on a des meilleures technologies qu'on a des meilleurs artefacts produits avec ces technologies. Je vais y revenir. Ça, c'est très important, en fait. On perd un peu de vue ce que l'on essaie de faire avec ces trucs. Alors le 3, ça c'est très très intéressant, c'était la raison pour laquelle je suis allé chez Spotify au début d'ailleurs. C'est qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, on a des données nouvelles sur non pas comment fabriquer de la musique, mais comment les gens écoutent de la musique. Donc les gens, c'est les jeunes. Hein. Et les jeunes, ils écoutent là-dessus. Ils écoutent là-dessus sur des systèmes comme Apple Music, Deezer ou Amazon Music et d'autres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils skippent, c'est-à-dire ils sautent tout le temps. Ils écoutent quelques secondes et ils disent « Ah non, j'en ai marre, je suis... » Et pourquoi ils skippent? C'est parce que tous les morceaux aujourd'hui sont dans des playlists. D'accord? Donc il n'y a qu'à appuyer sur le bouton « Next ». Et donc on s'est intéressé à comment les gens ils skippent. En fait, la plupart des gens, quand ils écoutent de la musique, ils skippent massivement dans les 5 premières secondes. « Ah, j'aime pas, je saute. » D'accord? Bon, et puis après, ils skippent forcément à la fin, puisqu'à la fin, le morceau est fini, d'accord, par définition. Mais nous, on s'est intéressé à ce qui se passe au milieu. Pendant que le morceau se passe, les gens, alors quand je dis les gens, c'est des centaines de milliers de gens, hein, voire des millions. Hein. Et on s'est aperçu de la chose suivante, qui moi m'a scié, qui est la chose suivante. C'est qu'en fait, vous voyez, ça c'est le skip, le profil de skip, c'est-à-dire à chaque seconde, à chaque milliseconde, combien il y a de gens qui ont arrêté d'écouter, d'accord? Donc il y a des bumps. C'est-à-dire tout d'un coup, tac, il y en a plein qui ont arrêté, tac, 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 tac. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Et on s'est aperçu de 2 choses. 1, vous prenez le profil de skip de n'importe quel titre aujourd'hui, vous recommencez en 3 mois, c'est exactement le même. C'est quand même très bizarre, parce que ce n'est pas les mêmes qui ont écouté. Et puis ceux qui l'ont écouté, peut-être qu'ils ont changé d'avis, ou je ne sais pas quoi. Donc on pourrait penser que la manière dont les gens arrêtent d'écouter, elle est un peu aléatoire, elle est variable. Donc, elle est invariable dans le temps, et pire, elle est invariable dans l'espace. Prenez ça aux États-Unis, ça en Europe, c'est le même profil de skip. Donc là, c'est quand même dingue. Ça veut dire qu'en fait, statistiquement, non pas moi individuellement, mais statistiquement, on saute, on arrête d'écouter tous à peu près aux mêmes endroits. Statistiquement. Alors on s'est dit, pourquoi les gens ici, pourquoi ils s'arrêtent d'écouter? C'est le problème inverse de pourquoi j'aime la musique, c'est pourquoi les gens arrêtent d'écouter. Et on s'est aperçu d'une chose, la chose suivante, c'est qu'en fait, les gens arrêtent d'écouter lorsqu'il se passe quelque chose, ce qu'on appelle un événement musical. Le chorus de sax commence, la voix s'arrête, le verset s'arrête, le refrain commence, des débuts ou des fins d'événements, la batterie commence son solo, finit son solo, la chanteuse, etc. Ce qui arrive au paradoxe suivant, que je vous livre, c'est-à-dire que si vous voulez faire de la musique où personne ne skip, il suffit de faire de la musique où il ne se passe rien. Et c'est vrai. C'est-à-dire que si vous prenez la musique où il ne se passe rien, c'est-à-dire la musique d'ambiance avec des textures qui évoluent très lentement, et bien en effet, le profil de skip est très plat. Donc c'est bien. Le problème, c'est qu'il est très plat, mais il y a très peu de gens qui vont l'écouter.
Et donc, vous avez ce compromis. Donc, qu'est-ce que c'est faire une bonne chanson? C'est faire une chanson qui ne va pas plaire à tout le monde, parce que plus vous voulez de stream, plus vous voulez être écouté, plus il va falloir déplaire à des gens. Les deux choses vont ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, on peut le mesurer, on a les données pour ça. Ça, c'est des données absolument incroyables, et c'est le seul domaine de la musique dans lequel on a ces données. On n'a pas ça en littérature, on ne sait pas comment les gens lisent les livres, on n'a pas ça au cinéma, on ne sait pas pourquoi, parce qu'au cinéma, on est bloqué dans la salle, donc de toute façon, si on a marre, en général, on ne part pas. On n'a pas ça pour les images, il n'y a qu'en musique où on a enfin, après des siècles d'attente, les données exactes sur comment les gens écoutent de la musique. Et ce qu'on commence à comprendre, c'est que ça ne se passe pas du tout comme on croyait. C'est-à-dire que ce n'est pas j'aime ou j'aime pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un champ qui ne vient que de s'ouvrir. On ne sait pas, il va se passer des trucs incroyables là-dedans. Et il y aura certainement, je pense, enfin j'en suis sûr, des nouvelles aussi formats de musique. Des musiques qui dureront 10 secondes, des musiques qui dureront 10 ans. Des musiques qui seront comme des séries, comme les séries qui remplacent les films. Donc, tout ça, ce sont des choses à venir qui sont liées au fait qu'on a enfin des données pour essayer de comprendre ce qui se passe. Dernier point, qui est très rigolo. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour dernier. Regardez. Ah oui, d'accord. Ah, c'est mon Google. Bon. C'est que nous, à Spotify, on essayait donc de fabriquer des systèmes d'IA pour les mettre entre les mains de compositeurs, de musiciens. Pas comme dans Suno, qui est fait pour, entre guillemets, n'importe qui, y compris des non-musiciens. C'est des outils plutôt pour les musiciens. Et on s'est aperçu d'un truc un peu bizarre. C'est que nous, évidemment, on avait tendance à vouloir mettre les meilleurs algorithmes dedans. Les meilleurs algorithmes, les derniers états de l'art dans les réseaux de neurones, avec les plus grosses bases de données, etc. etc. Puis en fait, on sentait qu'il y avait un truc qui clochait. Et ce qui se passe, c'est que moi, je pense, j'en ai pas la preuve, mais j'en suis intimement persuadé, c'est qu'il se passe ce qu'on appelle l'effet Ikea, qui est fondamental. Alors, l'effet Ikea, c'est quoi? C'est dans les années 40, des Américains ont inventé une poudre pour faire des gâteaux au chocolat. Vous avez vu comment j'arrive à m'échapper totalement du sujet. Donc on va parler de cuisine. Ils ont fait une poudre, donc on met la poudre dans une casserole, on met de l'eau, on chauffe et on a un magnifique gâteau au chocolat. Et ça ne marchait pas du tout. Et les gens n'étaient pas intéressés. Et là, il y avait un type assez génial qui a dit, bon, on va enlever les œufs et on va obliger les gens à rajouter des vrais œufs dedans. Comme ça, ils auront l'impression d'avoir participé. Et là, ça a été un succès phénoménal. Alors que c'était le même truc à la fin. Légèrement moins bon, parce que forcément, les œufs des gens ne sont pas forcément les bons, etc. Donc là, il y a plein de psychologues et d'économistes qui sont intéressés à ça. Ça s'appelle l'effet Ikea. C'est un biais cognitif que l'on a tous, qui fait qu'on donne plus de valeur aux objets quand on les a créés ou quand on les a partiellement créés. Un exemple typique aux États-Unis, vous avez votre toit qui est abîmé, vous le réparez avec votre voisin. Le jour où vous vendez la maison, vous la vendez 2 fois plus cher que le voisin, alors que c'est exactement la même. En plus, le toit du voisin, lui, il n'avait pas été cassé. Donc ça a été remarqué de manière continue en économie. Eh bien, en création, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des algorithmes qui génèrent la meilleure musique. De toute façon, comme j'ai essayé de dire, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est des algorithmes qui sont tels qu'à la fin, vous aurez ce qu'on appelle en anglais un sens d'appropriation. Ce qui est important, ce n'est pas que ce soit bon, c'est que vous pensiez que c'est à vous. Et là, vous commencez à être intéressé, et là, il y a un processus d'interaction qui peut arriver et qui fera qu'à la fin, vous serez fier de ce que vous avez fait, quelle que soit la qualité intrinsèque de ce que vous avez produit. D'accord ? Et ça, l'effet Ikea dans la création, pour l'instant, personne n'en parle, mais c'est une évidence que c'est ça le gros sujet de demain. C'est-à-dire, demain, ça ne va pas être comment je fais des trucs qui sont meilleurs que l'année dernière, ça va être comment je fais des trucs qui sont à la fin, qui me donnent moi l'impression de les avoir faits ou d'avoir contribué de manière substantielle. Par exemple, si vous générez une lettre ou un texte avec ChatGPT, en général, si vous l'avez fait en 2 coups, vous avez un sentiment d'avoir triché, vous n'avez rien fait. D'accord ? Donc ça, c'est le sujet numéro 1. Et c'est un sujet très très difficile parce qu'on n'a aucune idée de comment ça marche en fait. On n'a aucune idée de comment ce biais cognitif nous est arrivé, pourquoi il est dans notre tête, et donc comment l'intégrer dans la fabrication des outils de demain. Donc si vous voulez, le problème est-il résolu ? Ben oui, en fait, le problème de l'IA musique, il est résolu depuis assez longtemps. Hein. Depuis des années, on sait faire de la musique correcte avec de l'IA, pas forcément des réseaux de neurones, mais avec les réseaux de neurones, ça marche vachement bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, nous, en tant que, je dirais, citoyens, c'est-à-dire consommateurs de musique, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'on va créer de la musique, ça vraiment, vraiment très, très bonne. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musique faite par IA.
on en a vu, qui sont aussi distribués, que vous pouvez trouver sur les plateformes, vous pouvez les écouter sur YouTube ou sur toutes les plateformes. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une musique soit vraiment bonne? Bon, peut-être il y en a qui sont écoutés par beaucoup de gens, ce n'est pas le cas encore, hein, mais ça pourrait arriver. Mais moi, je vais vous donner un exemple d'un truc que moi, je serais vraiment bluffé. C'est le jour où il y a une IA qui compose une chanson qui est tellement bonne que tous les autres artistes veulent la reprendre, comme on dit, faire des reprises. En anglais, les covers, d'accord? Donc les covers, la chanson la plus reprise, c'est Yesterday des Beatles, qui a été reprise plusieurs milliers de fois. Reprise, ça veut dire faite par d'autres artistes avec d'autres versions. Taylor Swift, qui est l'artiste le plus streamé aujourd'hui, 85 milliards de streams, attention, c'est beaucoup. Il y a très peu de covers. Il y en a quelques-unes, il y en a 4 ou 5, je crois. Ça veut dire que la qualité n'est pas très bonne. La chanson, je ne parle pas de la qualité de la chanson, de l'enregistrement, ce qu'elle a fait, mais la qualité de la chanson intrinsèque. Les artistes n'ont pas envie de la reprendre parce que ça n'a pas tellement de sens. Alors le jour où l'IA fera une chanson qui sera tellement bonne que d'autres artistes voudront la reprendre, alors là je dirais oui. Mais je pense que ce n'est pas pour demain. Voilà, je vais m'arrêter. Merci infiniment François. J'aurais bien sûr une autre question pour toi tout à l'heure. C'est typiquement la chanson, ou les chansons même que tu as fait pour Stromae. Est-ce que c'était des bonnes chansons? Tu nous répondras tout à l'heure là-dessus. Mesdames et messieurs, nous allons démarrer maintenant cette table ronde avec 3 de nos intervenants. François, tu restes avec nous, bien évidemment. Nous avons le plaisir d'accueillir Edilia Gans. Edilia Gans est la directrice de Fedora et FEDER, si vous me permettez cette expression, les 150 maisons d'opéra, dont évidemment le très bel opéra de Nice. Il faut savoir que Edilia, l'IA impacte le lyrique, impacte le ballet, impacte le numérique évidemment et l'éducation. Edilia nous en parlera d'ici quelques instants. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Thierry Sforza. Thierry Sforza, c'est le parolier de la chanson pop en France. Alors Maria Carré, Florent Pagny, Patricia Caz, Zaz, j'en oublie. C'est ce monsieur qui a signé les textes et qui fait bien d'autres choses. Thierry nous dira, des fois il caresse l'IA, des fois il lui met une claque. On reviendra sur ce qu'il y a derrière ces mots. Et enfin, nous aurons également Jean-Louis Hennequin qui nous a fait l'amitié d'animer l'atelier dont M. le Président parlait tout à l'heure, qui était la création d'IA musicale. N'importe qui, effectivement, comme l'a dit François, avec ou sans pratique instrumentale, avec ou sans talent, j'ai envie de dire, va être capable de prompter pour générer un titre en quelques secondes. Mesdames et messieurs, je vous propose d'applaudir Edilia et de l'accueillir sur Fedora. Bonsoir, merci beaucoup Fred pour cette introduction et pour cet accueil. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir pour partager un peu le point de vue du secteur du spectacle vivant, c'est-à-dire l'opéra et la danse. Et pour vous donner une idée de ce que nous faisons, donc Fedora, comme Fred l'a dit, nous sommes une plateforme dédiée à l'innovation dans le domaine de l'opéra et la danse. On peut l'imaginer comme le venture capital pour les startups, c'est la venture philanthropy pour les nouvelles créations lyriques et chorégraphiques en Europe. Et Fedora a été créé sous l'impulsion de Rolf Liebermann il y a une trentaine d'années et relancé sous la présidence de Jérôme François Isnis il y a 10 ans. Et j'ai eu la chance de travailler à ses côtés ces derniers 10 ans sur cette belle initiative et ce chemin qui est maintenant dans la poursuite de cette initiative avec Stéphane Argyropoulos. Et notre but, c'est de créer des liens entre les artistes, les maisons d'opéra et les créations nouvelles qui vont atteindre et inspirer le futur public. Et nous faisons cela avec un réseau de une 130aine de maisons d'opéra qui adhèrent à Fedora. Voilà, vous voyez les stakeholders, il y a à la fois les créateurs, merci beaucoup, les mécènes privés qui investissent dans ces projets-là, qui sont ensuite donnés sur les scènes internationales, qui touchent un nouveau public avec leurs nouvelles créations. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez, on a parlé de Spotify, Spotify a un grand succès parce qu'il y a une diversité
et de nombreux artistes qui sont sur cette plateforme et qui partagent leurs créations et toute leur musique. Et en fait, quand on regarde le secteur de l'opéra et la danse, l'enjeu, c'est que 80% des contenus qui sont joués sur les scènes internationales ont été créés par seulement 10 compositeurs. 80% des contenus, 10 créateurs. Si aujourd'hui, Spotify aurait seulement 10 artistes sur leur application, je crois qu'il y aura beaucoup moins de consommateurs ou d'utilisateurs de cette application. Et c'est là où Fedora joue un rôle à encourager les maisons d'opéra de programmer des créations par des artistes émergents pour qu'ils aient une chance d'être les créateurs de demain. Donc je pense que les slides sont pas... Ah, c'est par là. Alors, très bien, super. Donc voilà le réseau de maisons d'opéra, dont l'Opéra de Nice. Et donc nous fonctionnons à la fois à travers des prix privés mécénés par le mécénat privé, en prix pour l'opéra, la danse, l'éducation et le digital, c'est-à-dire des projets qui vont toucher du nouveau public, utiliser le digital dans leur production et qui sont en train de redéfinir ce que c'est l'opéra et la danse. Et de la même manière, on soutient l'innovation dans les coulisses pour notamment amener des méthodes de travail plus inclusives, digitales et aussi durables. Nous faisons cela, bien sûr, avec nos partenaires experts que vous pouvez voir ici. Et pendant ces derniers 10 ans, nous avons investi plus de 6,5 millions d'euros dans 75 projets qui ont vu le jour, qui ont touché plus de 500 000 spectateurs. Et nous savons que presque la moitié de ces personnes ont eu moins de 35 ans. Donc c'est aussi notre but est de renouveler les publics. Et donc pour vous parler de l'IA dans ces projets-là, je vais commencer par une petite vidéo que nous allons jouer. Pour les 10 ans de Fedora, nous avons demandé à notre partenaire de fusionner. Je vais vous montrer la vidéo après. Voilà, donc le brief de ce travail, c'était de prendre toutes les œuvres que nous avons soutenues et notre partenaire Landor les a mis dans un système d'intelligence artificielle pour traduire l'émotionnalité de toute cette musique qu'on a soutenue, pour savoir est-ce que ça a créé une ambiance de mélancolie, est-ce que c'était dans l'extase, est-ce que c'était plutôt dans l'espace de thriller, etc. Et d'avoir une illustration visuelle de ces émotions-là, pour traduire notamment l'émotion que ces œuvres apportent au public. Et la fusion de toutes ces œuvres est visualisée dans notre logo des ISAN, que quand vous regardez un peu sur le côté, c'est le numéro 10. Donc c'est pour vous montrer à quel point on pourrait aussi essayer d'illustrer les œuvres d'une manière différente. Donc ça, c'était une manière, mais dans la synthèse de ce que nous faisons. Et si on passe à la prochaine slide. Edilia, le temps qu'on passe à la prochaine slide, oui. Quelle est l'émotion qui ressort le plus sur tous les projets Fedora ? Alors, c'est la curiosité et l'intrigue, parce que c'est l'innovation. Donc c'est en fait la surprise. Et je peux dire aussi que je dois dire toutes les œuvres auxquelles j'ai pu aussi assister, c'est l'étonnement et c'est la curiosité, mais aussi d'être profondément touché par ce qu'on voit. Est-ce que tu crois, parce que la question nous brûle les lèvres, je pense, qu'avec cette IA dans ton monde de l'opéra, on peut imaginer des émotions que l'on ne connaît pas aujourd'hui ? On peut aller vers de nouvelles émotions qui ne sont pas définies ? Je suis tout à fait convaincue que c'est éventuellement possible de pouvoir développer cela, mais je pense que ça serait un travail très intéressant à étudier par un de ces projets qui sera déposé. Parce que pour vous revenir à cet exemple, donc nous avons soutenu il y a quelques années un projet très intéressant en Finlande qui s'appelle Laila.
Et tout le monde ici dans la salle, vous êtes peut-être déjà allé voir un spectacle à une maison d'opéra ou à une compagnie de danse. Et normalement, vous trouvez une scène et une salle de spectacle en face où il y a 1000 ou 2000 personnes qui vont vivre la même expérience de la même manière de leur fauteuil. Et l'opéra en Finlande, ils ont eu l'idée de créer une sorte de dôme accessible à 6 personnes à la fois pour avoir une expérience immersive dans une œuvre lyrique. Et c'est-à-dire que avant d'entrer, chaque participant, on lui a posé la question de répondre à quelques questions personnelles sur sa personne. Ensuite, tout le monde est entré dans ce dôme et l'œuvre s'est développée en fonction du comportement des personnes dans ce dôme. Et c'était grâce à tous des sensors, il y avait des sensors qui étaient dispatchés à l'intérieur de cet espace pour mesurer notamment le comportement des personnes. Est-ce qu'ils sont plutôt, ils prennent une proximité aux autres? Est-ce qu'ils se restent repliés sur eux-mêmes? Est-ce qu'ils vont se balader? Et en fonction de cette cohésion ou non-existence d'une cohésion des spectateurs, l'œuvre a pris une évolution différente. Et ça veut dire aussi, côté artistique, que le compositeur a créé différentes versions de son œuvre pour pouvoir déclencher une suite différente qui est initiée par l'IA. Donc ça, c'est un exemple où l'équipe artistique a pu expérimenter avec l'IA, où l'IA s'est basée sur les comportements des spectateurs. Une autre expérience avec la réalité virtuelle en Irlande, c'était une expérience d'une opéra sur 15 minutes créée dans un espace virtuel dans lequel on est invité à se lancer, se plonger. Et ce qui était très intéressant, moi j'ai fait cette expérience moi-même et à la fin, l'œuvre était sur le rapport humain entre les hommes et la planète. Et au fur et à mesure, dans ce spectacle, on traverse un monde un peu irréel, mais aussi réel. Et à la fin, on se retrouve avec 2 fins différentes. Dans mon cas, je me suis retrouvée dans la nature, devant une forêt avec des fleurs et des abeilles. Et c'était assez poétique, disons. Et quelqu'un à mes côtés, un autre participant, se disait « Oh mon Dieu, le monde était en train de s'écrouler. Il y avait une catastrophe avec du lava partout, donc je voulais plutôt m'échapper de ce monde. » Et donc on est allé voir l'équipe artistique à l'issue et on a demandé est-ce qu'il y a 2 fins et pourquoi, etc. Et donc ils ont expliqué que dans les headsets, ils avaient aussi eu la possibilité de mesurer le temps qu'on passait à regarder quels éléments dans ce monde virtuel. Donc c'était un peu Big Brother is watching you, mais avec un takeaway très intéressant parce que en fait le message de cet opéra c'est de dire si inconsciemment on suit des éléments naturels avec beaucoup plus d'attention, cela pourra aussi avoir une implication sur notre manière de prendre des décisions pour les projets, pour les gens qui nous entourent, pour la nature, etc. Et donc c'était très révélateur parce que il se trouve qu'on peut avoir notre environnement attire une attention complètement différente basée sur ce qui vaut pour nous. Donc c'était très intéressant et je vous invite à découvrir cela. Donc encore une fois, l'IA dans l'expérience de l'œuvre. Ici, on travaille, donc ça, c'est le Sound Voice Project, c'est le lauréat du prix digital qui est mécéné par Carney, qui va voir le jour dans la semaine prochaine au Royal Opera House à Londres. Donc je vous parle d'un projet qui n'a pas encore vu le jour. C'était notre lauréat l'année dernière et c'est une œuvre incroyable qui parle sur la perte de voix. Et qu'est-ce que ça veut dire dans nos propres vies ? Bien sûr, en tant qu'artiste, mais aussi quand on perd sa voix dans sa famille, dans son entourage, dans la société. Un sujet d'une grande actualité aujourd'hui. Et là, notamment, les artistes ont travaillé avec des personnes qui ont perdu leur voix à cause d'une situation médicale et qui ont été redonnées une voix par une voix lyrique d'un chanteur. Et donc, beaucoup de ce matching était aussi fait
grâce à l'intelligence artificielle. Comment ça a été fait exactement et l'expérience, je pourrais vous dire dans 2 semaines quand j'aurai vécu cette expérience. Et je vous invite aussi, si jamais vous êtes à Londres, de prendre des places au Royal Opera House pour voir cette œuvre. Mais ça illustre aussi que la méthode de créer et de raconter des nouvelles histoires et de impliquer aussi des voix de différentes personnes peut être aussi animée grâce à l'intelligence artificielle. C'est fascinant ce que vous nous dites, Edilia. Marco Landi, le président de l'Institut Europia, est très intéressé aussi, je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président, évidemment, par la musique thérapeutique et ce que l'IA va pouvoir faire dans ce domaine, et le fait de perdre sa voix pour une cause médicale et de faire appel à l'IA pour retrouver l'émotion vocale est quelque chose qu'il faudra suivre, je crois, de manière très pointue. Merci beaucoup, Edilia, pour avoir brossé en langue française. Merci pour cet effort également. Merci. Alors, Thierry Sforza, des fois, on a envie de l'appeler Thierry Sforcia, parce que ce monsieur travaille un coup avec l'IA, un coup sans l'IA. Quand on est parolier, on écrit des paroles de chansons, mais on n'a pas besoin d'un chat GPT pour être inspiré. Est-ce que vous caressez, Thierry, cette idée, ou est-ce que vous la balayez et vous la claquez? Les deux en fait. Moi, donc, je suis Thierry Sforza, j'écris des textes de chansons, donc je donne la parole aux interprètes. Et c'est vrai que quand l'IA est arrivée, je me suis dit, va au chômage, c'est fini, ton boulot est terminé. Donc, j'ai voulu faire une vraie recherche et je me suis dit, je vais m'en faire un ami. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire des recherches, l'IA est devenue en fait mon plus grand documentariste. Et en travaillant comme ça, il est devenu mon pote. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... Regardez, je vais vous donner 2 exemples. On m'a proposé d'écrire un spectacle sur Victor Hugo et un spectacle sur Astérix. Donc l'écart est quand même très très grand. Hein. Eh bien, quand j'ai voulu connaître... Alors bien sûr, j'ai lu une biographie sur Victor Hugo, mais ensuite, quand j'ai voulu connaître les plus grandes anecdotes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'IA et il m'a sorti toutes les anecdotes de Victor Hugo. Ça, c'était fantastique parce que ça m'a fait donner un gain de temps. Mais le truc, c'est que quand je lui ai dit, bah, écoute, après tout, pourquoi tu n'écrirais pas aussi mes chansons? Donc j'ai rentré Victor Hugo et là, il m'a sorti Victor Hugo, où sont tes oripeaux? Bon, tu te dis, là, il y a peut-être un vrai problème. Mais le truc, c'est qu'après, quand j'ai demandé pour Astérix qu'il me fasse aussi une chanson, il m'a fait oh Astérix, où sont tes brais? Donc, en fait, c'est ça qui est très important, c'est que l'IA, c'est fantastique, mais c'est une connaissance sans émotion. Et heureusement, parce que nous, quand un artiste, quand je déjeune avec un artiste, quand j'ai des rendez-vous avec un artiste et qu'il me donne ses propres émotions, moi, je les traduis parce que on a une sensibilité commune, chose que la machine ne pourra jamais faire. Et c'est ça qui est, je trouve, incroyable parce que je suis parti d'une phrase que j'ai notée parce qu'elle est d'Albert Einstein, donc mais il a dit « L'intelligence artificielle ne fera jamais le poids contre la connerie naturelle ». Et à partir de là, je pense que tout est dit. C'est-à-dire qu'on pourra toujours avoir les grands outils. D'ailleurs, pour moi, IA signifie pas simplement intelligence artificielle, c'est aussi un instrument d'aide à l'auteur. Et ça, c'est important. Parce que je peux travailler comme ça de manière beaucoup plus efficace avec le fond, parce qu'il m'apporte vraiment un vrai fond intellectuel, mais pas un vrai fond émotionnel. Et la sensibilité, c'est ce qui est propre à chaque être humain, et encore plus par rapport à un artiste. Voilà ce que je voulais vous dire. Et surtout, ce qui était très important aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque j'interroge l'IA par rapport à un texte de chanson, il ne me structure pas du tout le texte de chanson. C'est-à-dire la versification est très mauvaise, les rimes sont des rimes très, très pauvres et pas du tout riches. Si je lui cite des allitérations, etc., il ne saura jamais les faire. Donc heureusement que l'être humain et que l'artiste sera toujours pour les faire, parce que même quand la musique aura déserté la terre, il y aura toujours un homme pour en rêver, tout simplement. Merci Thierry, donc je vais définitivement continuer à t'appeler Thierry Sforza et pas Thierry Sforcia. Merci pour ce témoignage du cœur, ça fait plaisir, ça fait du positif, qu'est-ce que vous en pensez? Et du vrai positif. Jean-Louis Hennequin, alors vous le connaissez, Mylène Farmer, Étienne Dao, etc. C'est ce monsieur qui signe la direction musicale de ces artistes.
Comment, Jean-Louis, vous réagissez en tant que musicien, en tant que compositeur par rapport à cette IA? Vous nous avez animé un atelier tout à l'heure où vous nous avez montré des possibilités assez incroyables qui venaient en écho à ce que DJ Quoi a fait pendant son blind test. Vous, en tant que compositeur, j'ai envie de dire, la messe est dite ou il y a encore quand même un avenir? Alors, c'est sûr que c'est un peu effrayant, hein, faut le dire. Et comme toi, Thierry, au début, je me suis dit, bah, ça y est, je suis au chômage. Il faut dire que moi, j'ai un parcours classique. J'ai fait le conservatoire, j'étais aux percussions de Strasbourg, et ensuite, j'ai choisi, comme beaucoup de notre génération, suivant l'exemple de Quincy Jones qui vient de nous quitter, de partir dans le show business, la production musicale, la production discographique. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à l'IA, c'est que là où elle doit nous inquiéter, mais pas tant que ça, c'est que c'est un nouvel outil qui apparaît, et que des outils comme ça, on en a eu d'autres dans le passé. Je vais prendre un exemple que probablement tout le monde connaît, c'est la boîte à rythme. Quand il y a eu la boîte à rythme, on s'est dit, bah, c'est fini les batteurs. Parce que la boîte à rythme, elle râle pas, elle n'arrive pas en retard parce que le matériel est trop lourd et qu'il y avait des embouteillages. Elle joue parfaitement en place, et on l'achète qu'une fois. Résultat, il y a toujours des batteurs. Parfois, des batteurs se sont emparés de l'outil boîte à rythme et ont bien travaillé grâce à ça. Hein, j'en ai connu. Ensuite, il y a eu la MAO. Hein, et c'est vrai que la musique assistée par ordinateur, c'est pareil. La musique assistée par ordinateur, elle a été un outil pour des musiciens comme moi. À l'époque où j'ai démarré dans la carrière, les studios coûtaient une fortune. Je travaillais la nuit. Je faisais un album par an. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a la surproduction dont parlait François tout à l'heure, mais malgré tout, moi j'avais envie de m'exprimer et ces outils-là m'ont donné la possibilité de m'exprimer et ils n'ont pas arrêté d'évoluer, ces outils-là. Je crois que l'IA aujourd'hui, le seul problème qu'on a, c'est qu'elle n'est pas encore arrivée à maturité dans l'application créative qu'on peut en avoir pour des raisons que François a expliquées brillamment, c'est que l'IA ne comprend rien à la musique. Elle fait du son, elle produit du son, comme on appuie sur un tube de dentifrice et il sort quelque chose qui est franchement pas mal. Donc ça peut nous servir peut-être dans certains cas, nous en tant que créateurs, mais ce n'est pas la finalité pour nous. Par contre, ce problème qu'il y a là, il faut se le poser en notion de marché. La musique aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la musique derrière des émissions de télévision. Alors on parle évidemment de cinéma de fiction, c'est peut-être un petit peu à part, mais la musique aujourd'hui, on en a besoin partout. Et c'est évident que cette musique-là, quel directeur d'agence de pub, quel directeur de production d'émissions de youtubeurs va avoir envie d'attendre une semaine qu'un musicien comme moi lui produise une musique symphonique dont il va pas être content, et moi quand il va me le dire ça va me vexer, donc je vais pas être content, je vais remettre une semaine, alors qu'avec un abonnement à 10 €, il va pouvoir produire la même chose. C'est juste que ce marché-là, il est plus pour moi. Et le vrai marché, il est où? Je vais revenir à la base de la musique, hein, et aux instruments et au conservatoire. Je veux dire, il y a une chose que personne ne pourra jamais remplacer, et je parlais tout à l'heure. Moi, si la musique, je ne peux plus en faire, j'irai faire de la wingfoil. Hein. Vous êtes au bord de la mer, parce qu'il n'y a pas d'IA qui pourra faire de la wingfoil à ma place. La guitare, c'est pareil, le piano, c'est pareil, personne ne remplacera jamais moi m'asseyant au piano, ou moi jouant de la percussion, ou n'importe qui jouant de son instrument devant quelqu'un. Ça ne sera jamais cette émotion-là. Et puis il y a aussi une autre chose qui est vraiment importante, c'est que la création musicale, comme l'a dit Thierry, elle se fait principalement dans les relations interpersonnelles. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que l'IA fasse une musique meilleure que moi si je l'ai créée avec un réalisateur avec qui j'ai échangé sur son scénario, on a parlé de la psychologie de ses personnages, et moi, ça m'a évoqué quelque chose que ce réalisateur a validé. C'est ça l'important. Et là, l'outil de l'IA, lui, il va me donner des outils d'aide à la création. Alors peut-être pas l'IA générative telle que je l'ai montré tout à l'heure, encore que parfois on a besoin de moodboard, de chercher des directions, et parfois peut-être pour faire entendre quelque chose à un réalisateur, ça peut être utile. Hein, bien que ceux qui composent de la musique sauront le piège des theme tracks dans la musique de film, hein, où on est prisonnier d'une musique qu'un réalisateur a adoptée, et quand il faut travailler derrière, c'est difficile. Mais malgré ça, c'est vrai que ça peut avoir quand même une utilité. Mais je pense surtout qu'aujourd'hui, l'IA, elle n'a pas dit son dernier mot, parce que l'IA, elle existe, comme vous l'avez vu dans l'atelier. Alors j'ai surtout montré l'IA générative, mais elle existe de plein de manières différentes. Et elle peut être une aide à la décision, le fait de travailler plus vite, de pouvoir avoir plus d'options parmi lesquelles c'est moi qui vais choisir. Donc je pense que la musique, elle est loin d'avoir dit son dernier mot, elle ne le donnera jamais. Mais c'est vrai que comme beaucoup de choses que l'IA générative
va complètement bouleverser en termes de données économiques, la musique qui n'a pas un apport créatif fondamental ou dans lequel il n'y a pas une relation humaine profonde qui est nouée entre plusieurs créateurs pour produire une œuvre, c'est vrai que cette musique-là, l'IA va la dévorer inexorablement et on ne va pas y pouvoir grand-chose. Donc je pense qu'il faut se concentrer sur justement ce travail de l'instrument, de la relation interpersonnelle, de la créativité, et en s'aidant d'outils qui vont forcément se développer et qui vont permettre à un moment donné que moi, si je dis à une IA, fais-moi ces notes-là avec ce son-là, elle va être capable de le faire au lieu de me produire un morceau tout fait clé en main sur lequel j'ai aucun moyen d'action. Mais c'est quand même assez optimiste parce que c'est des outils géniaux et c'est juste qu'on ne les a pas encore totalement domestiqués. Rappelez-vous le sampling. À l'époque, le sampling, les gens disaient « Ah, c'est horrible, on a pris un morceau d'une chanson et on en fait une autre avec ». Aujourd'hui, c'est devenu des genres musicaux. Ça a été digéré par l'industrie, digéré par la création. Et je pense que l'IA va suivre le même chemin par des voies qu'on ne connaît pas encore, mais que les créateurs sauront s'approprier. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu le sourire quand même sur l'IA et la musique. Dans les studios d'enregistrement, ce n'est pas toujours le cas. On a souvent la tête un peu baissée en disant l'IA musicale va nous mettre vraiment la tête par terre. On voit qu'ici, on a des témoignages très, très positifs. François, c'est quoi cette histoire de Stromae? Tu avais fait des titres IA générés. C'est quoi ce truc? On avait fait en 2017... On a fait un album qui s'appelle Hello World, qui est sorti en 2018, dans lequel on a demandé à des musiciens. Il y avait Stromae, il y avait des musiciens de jazz, il y avait des musiciens un peu tous les styles, d'utiliser les outils qu'on faisait à l'époque, ça s'appelait Flow Machine, qui était un peu, qui était en fait exactement ce qui se passe maintenant, mais pour faire des morceaux dans leur style, qui leur plaisait, mais qui évidemment ne seraient pas ce qu'ils auraient fait de manière, dans leur mode de routine. Et donc, dans cette expérience, c'est un double album en fait, Hello World, donc il y a beaucoup de chansons. Il y en a quelques-unes. Celle de Stromae, alors après, c'est là où c'est trompeur. Il y en a qui ont eu beaucoup de succès. Enfin, succès, on n'a pas fait des milliards de streams. On a fait, je crois, 15 millions. Mais qu'est-ce que ça veut dire, 15 millions de streams, 15 milliards de streams? Moi, je suis rentré à Spotify parce que ça me fascinait l'industrie de la musique. Et puis, je suis sorti l'année dernière, j'avais tout compris, ça ne m'intéresse plus. J'ai compris, en effet, que le marketing... influence beaucoup la popularité et donc il n'y a pas grand chose à tirer du nombre de streams. Le nombre de streams n'est pas un indicateur de la qualité, contrairement à ce que je croyais au départ. Mais il y a des très bonnes chansons. Alors je ne peux pas le démontrer, il y a des très bonnes chansons, il y en a moi je pense 4 ou 5 là-dedans qui sont des chansons qui sont très bonnes du point de vue compositionnel, mais aussi qui sont bonnes parce qu'on peut les extraire de leur production. Pour moi, une bonne chanson, c'est une chanson qu'on peut refaire autrement, et qui reste, et dont on garde l'essence. Donc oui, il y en a quelques-unes qui sont bonnes. Et pourquoi elles sont bonnes? Parce que voilà, il y avait de l'interaction intéressante avec des gens qui étaient des bons musiciens. Stromae, alors c'est un bon musicien, enfin c'est pas un instrumentiste, mais enfin c'est quelqu'un qui a une bonne oreille. Et donc il y a eu et c'est en effet c'est ce qui a été dit juste avant, c'est la qualité de cette interaction, l'excitation qu'on peut y mettre, qui fait qu'à la fin on a un objet qui est intéressant. Et en tout cas, il est intéressant au moins pour ceux qui l'ont fait. Après, le fait qu'il soit populaire, bon, c'est un peu un détail, on s'en fout un peu. Mais je peux juste, garde le micro, mais rebondir, parce qu'il y a un truc qui me plaît pas, là, c'est qu'on est tous un peu d'accord. Ça, c'est chiant, surtout pour l'auditoire. Donc, il y a un truc, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Thierry, mais c'est très amicalement, c'est que tu as dit un moment, je crois, jamais. Tu as dit jamais, je sais pas, l'IA ne produira les émotions, l'IA, jamais. Alors, si un truc que l'histoire de l'IA nous enseigne, c'est bien que toutes les prédictions qui ont été faites en IA depuis 1956, que ce soit par des chercheurs en IA, des sociologues, des philosophes, des penseurs de la société ou je ne sais pas quoi, toutes les prédictions ont toutes été fausses, qu'elles soient positives ou négatives. D'ailleurs, on disait l'IA ne va jamais faire de la traduction. L'IA, Feynman, physicien, grand physicien, presque au niveau d'Einstein, disait un ordinateur saura tout faire bientôt, c'était dans les années 60. Il disait, le seul truc qu'il ne pourra pas faire, c'est reconnaître la personne qui vient de passer à son allure. Ah ben non, pas de chance, ça on sait faire aussi. Bon, donc il faut vraiment se garder de prédictions. Et il me semble ce qui est intéressant quand on parle d'émotion,
C'est pas de dire il n'y a jamais il y aura d'émotion ou je ne sais pas, mais c'est d'essayer d'utiliser la situation pour se reposer la question qu'est-ce que c'est que ces émotions? Comment elles sont? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que ça existe vraiment comme objet tangible? Est-ce qu'elles sont le résultat d'une interaction? Est-ce qu'elles sont liées à la qualité intrinsèque d'un objet? Ou est-ce qu'elles sont liées à mon histoire? En fait, c'est ce que je trouve intéressant dans l'IA d'aujourd'hui, c'est qu'elle nous oblige à revisiter totalement notre vocabulaire, y compris le vocabulaire de la psychologie de tous les jours. Les émotions, en fait, ce que nous dit l'IA, c'est que les émotions, on n'a aucune idée de ce que c'est. C'est ça que ça nous dit d'abord. Oui, mais on n'a aucune idée, on ne sait pas ce que c'est. Donc on ne peut pas dire qu'on ne va pas y arriver ou qu'on va y arriver. Mais je trouve que l'IA, c'est un formidable rouleau compresseur, un réinitialisateur de tout un tas d'idées préconçues qu'on se fait de la vie, qu'on va être obligé de penser autrement. Bon, merci beaucoup François, en tout cas, merci. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir poser des questions à nos experts. Tant que vous préparez les questions, j'ai une question, moi, en 10 secondes. Thierry, qu'est-ce que tu fais différemment aujourd'hui avec... je vais reformuler ma question. Oui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui différemment que tu ne faisais pas, que tu ne ferais pas s'il n'y avait pas d'IA aujourd'hui dans ton métier d'écriture? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui différemment? La recherche, parce que je passais un temps considérable et infini. Alors, il y avait, enfin, je le fais toujours, hein, mais en tout cas, j'arrive à allier les deux. Je remets quand même le nez dans les livres, parce que ça aussi, c'est très important, c'est que l'IA m'emmène sur des recherches, je dirais, vraies. C'est-à-dire que l'IA, non pas m'oblige, mais m'incite à aller ouvrir des livres, des vrais livres, pas du virtuel. Ça, c'est différent. Et donc, j'arrive évidemment à faire le pont entre un vrai livre qui sent la poussière, qui sent les pages, et puis l'IA, parce qu'elle m'ouvre des perspectives que je ne pouvais même pas imaginer. Merci beaucoup, Thierry. Eddy, il y a dans ton monde classique, lyrique, de ballet, qu'est-ce qu'aujourd'hui, soit dans la promotion des œuvres qui seront dans les opéras dans quelques mois, ou soit dans ton approche plus artistique, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de différent et que tu ne ferais pas si l'IA n'existait pas? Alors, d'un point de vue administratif, communication, promotion, je pense que l'arrivée de l'IA nous aide énormément avec des économies de temps en termes de développer des propos, de les adapter, de trouver le bon tone of voice, les traductions aussi, tout ce travail de toucher le plus grand public possible. Donc là, il y a beaucoup à faire et aussi ça augmente aussi la créativité de l'équipe qui peut se baser sur des choses co-construites avec l'IA. Okay. Et côté artistique, ce qu'on observe, c'est en fait, ça nous a permis de créer toute une catégorie, le Digital Prize, pour notamment encourager ce dialogue entre les artistes et les personnes dans la tech pour entamer ce dialogue entre deux secteurs pour des créations qui n'ont pas vu le jour avant. Donc c'est vraiment cette innovation qu'on salue avec l'arrivée de l'IA. Merci. Jean-Louis, toi, tu fais tout différemment finalement. À tout. Non, mais j'ai d'autres fonctions que la musique et c'est vrai que là-dessus, l'IA, c'est comme nous tous. Hein. Lire un tableau Excel, ça enquiquine tout le monde. Hein. Quand on le met dans le chat GPT et qu'on lui dit « explique-moi ce que ça raconte », c'est quand même très chouette. Non, plus sérieusement, en musique, c'est vrai que je suis surtout à une étape de la recherche de comment moi je vais pouvoir l'utiliser pour booster mon potentiel créatif. Donc il y a déjà des pistes qui se dégagent, c'est vrai. Il y a déjà des applications concrètes. Il y a des fois on utilise de l'IA qui n'a pas l'air d'être de l'IA, mais qui en est, hein, dans des applications très concrètes de production musicale, de traitement audio, de choses comme ça. Mais effectivement, de toute façon, la part de l'IA aujourd'hui, il ne se passe pas une heure sans que j'utilise pas un Claude ou un ChatGPT. Hein. Ou notre petit Perplexity qu'on adore tous en ce moment, je crois. Et toi, François? Alors là, je ne parle pas aux scientifiques, je parle aux musiciens. Ouais. Donc, il y a deux choses, la boulie, la stimulation. La boulie, c'est un mot qui veut dire qu'on n'a plus d'envie. C'est un peu une sorte de dépression, mais c'est une maladie. Il y a une crise d'aboulie dans le monde scientifique et dans le monde peut-être en général. Les gens n'ont plus envie de rien faire parce qu'ils pensent que l'IA fait tout mieux, etc. À quoi bon, etc. Bon, ça, je connais beaucoup de chercheurs qui sont dans cet état-là. Moi, je ne suis pas vraiment, mais il faut reconnaître que ces capacités incroyables des machines créent de la dépression. Donc, pourquoi faire ça? Et la stimulation, j'aurais parlé de Mario Tokoro, qui était le CTO de tout Sony Corp,
qui dirigeait le labo à une époque. Et il Attends, CTO, Chief Technical. Oui, enfin, c'était le numéro 2 de tout Sony. De la technique. Pas Sony Music, tout Sony. Et il disait aux chercheurs, il disait voilà, quand vous avez une idée, parce que les jeunes chercheurs, ils ont toujours plein d'idées qu'ils trouvent géniales, et puis évidemment, elles ne sont pas toujours géniales, mais enfin bon, c'est comme ça être jeune. Il dit quand vous avez une idée, vous avez envie de faire un truc, un projet, une recherche, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Est-ce que quelqu'un d'autre va le faire dans une semaine, dans un an, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans? Si vous pensez que la réponse est oui, ne le faites pas. Alors c'est dur quand on est chercheur, parce que ça veut dire... bah oui, en fait, on est obligé de trier. Parmi les idées que j'ai, il y a des trucs qui sont en fait des idées que plein de gens ont, etc. Alors moi, pour répondre à la question, l'IA, ça nous pousse, c'est comme un super Mario Tokoro. Ça veut dire que maintenant, quand on a une idée, une envie de faire quelque chose, il faut ne le faire que si on pense que seuls nous pouvons le faire. Bon, c'est très difficile comme principe, et c'est presque probablement impossible, mais c'est une très bonne idée à avoir en tête. Et je crois qu'avec l'IA, c'est vraiment ça fois 1000. Parce que si je ne crée pas ma chanson que je voulais faire, j'ai des projets de romans, par exemple. Tous mes projets de romans sont à l'eau, parce que je vois bien qu'en fait, ce n'étaient pas des bonnes idées, c'est trop facile à faire maintenant. Alors du coup, j'ai des projets beaucoup plus intéressants et bizarres. Donc enfin, je pense que il faut voir ça comme des piqûres de stimulation. Finalement, ça augmente ta créativité. On verra. Mesdames, Messieurs, toutes les questions sont les bienvenues. Moi, j'ai une question pour Monsieur Paché. Donc, j'ai bien aimé votre introduction, notamment sur la musique actuelle, la musique populaire qu'on entend et qui se diversifie plus ou moins, mais qui se multiplie, en tout cas grandement et de manière significative. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une augmentation du sweep sur les musiques, parce qu'en fait, elles intéressent de moins en moins, finalement, peut-être les auditeurs, pour une simple raison, c'est qu'elles se ressemblent toutes beaucoup. Et donc, ma question est la suivante. Comment redonner de la valeur à la musique et aux morceaux? Comment redonner leur valeur d'antan, voilà, à ce qu'on a pu connaître dans d'autres époques avec les Beatles, Johnny Hallyday, des grands de la musique. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on trouve un peu tout et rien dans l'industrie musicale, et c'est un peu dommage, sans vouloir dénigrer les artistes, puisqu'évidemment, je reprends aussi la définition de l'art qui a été donnée tout à l'heure. Toute forme d'art est quelque chose qui n'a pas été quantifié en termes de coût, donc tout est de l'art. Mais comment arriver à faire émerger les morceaux d'antan? Je suis très content que vous posiez la question. C'est le genre de questions qui vous brouillent définitivement avec beaucoup de gens quand vous commencez à y répondre. Mais autrefois, c'est-à-dire quand j'étais jeune, il n'y a pas très... je sais pas. Il y avait la musique pouvait changer la vie des gens. Petrucciani, il parle de la première fois où il a entendu My Favorite Things de Coltrane. Ça lui a fait un coup dans le cœur, ça lui a fait un truc physique incroyable. C'est pour ça qu'il a ensuite voulu faire du jazz. Il y a des gens qui parlent. La première fois, je me souviens quand Sgt Pepper était sorti. Moi, j'étais très très jeune, mais mes parents étaient. L'Amérique entière était totalement, sous le choc. On ne savait pas qu'on pouvait faire des choses comme ça, etc., etc. Il y avait des choses, il y avait de la musique qui pouvait changer la vie des gens. Aujourd'hui, quelle musique change la vie de qui? Je ne sais pas. Là, le rôle de la fonction de la musique a probablement changé. Comment on fait? Moi, je pense qu'il ne faut rien faire, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire qu'en effet, la quantité de musique est telle que la bonne musique, les compositeurs, les créateurs qui vont faire des choses intéressantes, nouvelles, excitantes, etc., il va bien avoir. Il y en a sûrement d'ailleurs déjà. Il faut faire confiance en l'humanité en se disant que si elle est vraiment très très bonne, elle va forcément se propager. Moi, j'ai confiance. Je crois que simplement qu'il faut accepter d'être effectivement dans cette société de surabondance qui est frustrante, mais qui est le prix à payer de la démocratie et de la liberté, qu'on a tous voulu aussi. Donc voilà, on l'a voulu, on l'a, maintenant il faut en payer le prix, c'est-à-dire c'est plus difficile de trouver des choses intéressantes. Mais la situation avant n'était pas non plus idéale, c'était impossible de trouver la musique lorsqu'on entendait la radio, c'était très compliqué. De toute façon, nos parents disaient que c'était mieux avant. On a une autre question, je crois. Dans la présentation, il a été mis en avant que les auditeurs étaient moins cultivés qu'avant, apprécient moins la qualité musicale.
C'est un peu ce que j'ai compris, je ne sais plus dans quel slide. Et la question derrière, c'est est-ce que ces outils d'IA pourraient rendre accessible la complexité et la richesse musicale? Je ne parle pas non seulement de la montée en compétence des créatifs en musique, mais de l'auditoire, de celui qui écoute la musique. Il y a une idée d'éducation musicale, d'apprentissage musical dans ce que vous dites. Il y a une idée de réenrichir la connaissance de la musique qui est noyée justement par cette quantité. Ah oui, moi je suis pour que les gens apprennent des trucs, c'est sûr, mais l'IA peut être utilisée en effet pour essayer d'amener à Spotify. On a essayé de le faire dans des expériences à New York, dans des collèges où les gens apprennent à faire de la musique, ils écoutent que du rap, mais que du rap, tous. Alors on essaie d'utiliser l'IA pour dire, voilà, vous pouvez faire un arrangement de votre truc en rap, peut-être avec de la musique classique, et l'idée c'est que si ça les excite, à ce moment-là, ils vont aller voir ce que c'est que cette... c'est un peu ce que tu disais, de temps en temps, ça peut envoyer, ils ont suggéré d'aller voir à côté, c'est déjà pas mal. Après, utiliser l'IA comme moyen d'éducation, ça c'est un autre sujet. Là, j'ai pas... Alors, ceci dit, l'Institut Européa va publier dans quelques jours, demain je crois, ou après-demain, un article qui couple adaptatif et social, où ça a été publié aujourd'hui, merci, à notre community manager, qui montre qu'en fait la pratique instrumentale, et on y reviendra peut-être autour de votre question, Monsieur Tournière, la pratique instrumentale aujourd'hui peut être motivée et peut être boostée par des algos et par des IA qui vont... finalement analyser et corriger en temps réel et vous suggérer en temps réel. Donc on a peut-être une carte à jouer dans ce domaine éducation. Le temps tourne, on a encore 2 questions, une ici et une ensuite Monsieur Tournière, ensuite on conclura. Merci. Bonjour, je suis là. Si vous permettez, 2 interrogations rapides. La première, surtout durant les ateliers, vous avez un peu donné l'impression que c'était facile de faire de la musique avec IA. Or, si je regarde, par exemple, pour la génération d'images, c'est très difficile. La première image connue qui avait gagné un prix, la personne qui l'avait fait avait fait 630 itérations et ensuite avait dû modifier par Photoshop. Donc en fait, si on veut un peu, enfin si on sait un peu ce qu'on veut faire, il faut le retravailler, il faut le travailler. C'est pas donné à tout le monde non plus, il me semble. C'est la première interrogation. La deuxième, je vais faire plaisir à Monsieur Pachet. Je suis pas du tout d'accord avec les 2 questions précédentes. Pour moi, pour le dire de manière un peu provocante, il ne faut pas plus de qualité. C'est-à-dire que si les gens skip, comme vous dites, mais quand il y a une rupture de rythme, quand il y a une nouvelle voix, quand il y a quelque chose, c'est parce que la musique, ce type d'écoute, c'est en faisant autre chose souvent. C'est l'idée d'attention qui est divisée. On veut juste ça comme fond sonore. C'est juste un fond sonore un peu lénifiant. Donc pour moi, il me semble qu'il y aurait totalement une possibilité de coexistence entre une musique qu'on écoute et cette musique éventuellement faite par IA, qui est juste un fond sonore. Merci. Alors, pour ce qui est de la génération, des itérations, effectivement, il y a quand même une énorme différence entre une image et la musique, c'est la temporalité. Une image, elle est figée, elle est fixe, donc on peut faire autant d'itérations qu'on veut. Finalement, c'est comme les coups de pinceau sur une toile. Au final, peut-être que les prompts ont vraiment une action. Moi, je ne suis pas un expert en images, mais le fait est que c'est la même chose avec les outils qu'on a vus tout à l'heure. On n'avait pas très longtemps pour faire la musique. On fait des itérations et à un moment donné, on rallonge, on remixe, on régénère des sections et pour arriver à quelque chose. Mais le but de tout ça, au final, c'est quand même qu'on n'a pas de contrôle à part le prompt du départ et le genre musical et quelques notions d'instruments qu'on a envie d'avoir. Donc on génère quelque chose plus qu'on ne le crée. Et la musique, à l'origine, c'est une note sur une partition où on imagine le son de l'instrument qui va le jouer. Donc on est tout à fait sur autre chose. Donc là-dessus, je pense qu'il y aura des évolutions peut-être, mais la composition musicale, à la base, c'est quand même pas ça. Hein. Enfin, pour moi. Hein. Après, il y a des séquenceurs analogiques qui ont existé, il y a des tas de choses qui ont généré de la musique à notre place, c'est pas la première fois. Hein. Donc effectivement, je pense que ça peut tout à fait s'intégrer dans un processus créatif. Mais néanmoins, je pense que la grosse différence, et peut-être que les IA de vidéo, hein, tels que Runway, ce genre de choses-là, vont montrer la voie vers la musique. Mais pour le moment, j'arrive à des résultats, mais j'arrive jamais à des résultats que je contrôle. Et donc je suis obligé de me contenter de ce qu'on me propose, en fait. Est-ce que c'est pas la même chose avec les milliers d'itérations d'images ? Peut-être qu'à un moment donné, le gars qui le fait, il perd le fil de ce qu'il voulait au départ.
C'est peut-être ça. Et la deuxième chose, l'histoire de la qualité, moi, il y a une chose, on a parlé de l'écoute sur Spotify, mais moi, je suis abonné à Apple Music. Et chez Apple, il y a Classical maintenant. Et donc, je serais curieux de connaître le taux de swipe sur Classical. Parce que je pense que ce n'est pas du tout le même. Et c'est inhérent au genre musical. Et souvent, je pense qu'on réduit la musique au show business, on va dire. Hein. C'est-à-dire que souvent, les gens pensent qu'être une star, c'est être à The Voice. Il y a des tas de gens qui font de la musique. La musique, c'est 99% du reste. Et donc, on ne peut pas juger, à mon avis, l'intégralité de la production musicale juste parce que la musique qui finit enregistrée sur une plateforme de streaming, c'est vraiment qu'une partie de la musique et qui génère ses propres turpitudes peut-être. Mais à mon avis, dans la musique classique, j'ai écouté Roméo et Juliette de Tchaïkovski samedi soir parce que je suis tombé sur une émission de Jean-François Gigel. Alors, je suis peut-être super vieux jeu et tout ça, mais ça m'a donné envie de l'écouter. Quand on écoute Roméo et Juliette, on ne swipe pas. Hein. On écoute peut-être l'ouverture de Ruslan et Ludmilla derrière, voilà, par exemple. Merci Jean-Yves pour ton témoignage. Une toute dernière question et ensuite on laissera Monsieur le Président conclure. Vous aviez une question ? Oui, mais merci, bonsoir à tous. Alors, ce n'est pas tout à fait une question puisque vous m'avez fait plein de clins d'œil à un moment donné sur les conservatoires. Et donc, je suis d'une génération qui est la vôtre puisque j'ai connu l'Atari, j'ai connu Pro 24, j'ai connu toute l'évolution d'abord du mono, du stéréo. Et vous parliez d'abord de la qualité du son, et je pense que la première qualité, c'est lorsqu'on arrive dans une salle de concert et qu'on entend un vrai orchestre. Et que vous entendez le premier accord, il n'y a pas besoin de chercher de qualité, vous avez un spectre sonore extraordinaire. C'était le spectre sonore qu'on avait dans les années 50, 60, les salles, les belles salles qui sonnaient bien et qui apportaient d'abord cette qualité. Après, vous avez parlé un petit peu de l'enseignement du conservatoire. Il est vrai que les bases de construction d'un musicien est d'abord d'apprendre ce qui était déjà fait avant. Vous avez sorti le choral de Bach avec 3 erreurs, une canne directe. Moi, je l'ai appris pourquoi ? Parce qu'on me disait qu'il ne fallait pas le faire et que l'octave n'était pas autorisée. Et quand je suis arrivé en variété, je travaillais beaucoup en variété, je faisais des octaves directes tant que je pouvais sur les basses. Et donc, l'évolution s'est passée que nous avions la chance d'avoir le 16 pistes, le 24 pistes, où on a découvert la puissance du son. Et on passait des nuits à faire des coupages, à mettre des voix. Et après, on a eu ces outils que vous êtes en train de parler, les premiers outils, c'est-à-dire les patterns, plein de pistes. Et là, on était content parce qu'on était tout seul chez soi, on avait un DX7 et on essayait de trouver un faire un. Et après, on avance, je gagne de la vitesse et on parle de l'IA aujourd'hui. Lorsqu'on compose une chanson, ce qui est mon cas par moment, j'ai une idée, elle est là, vous l'avez, que ce soit vos paroles, ça sonne, vous avez quelque chose qui va se mettre en place et vous avez un appui, une ressource que vous allez chercher. Vous la prenez ou vous la prenez pas. J'ai vu votre démonstration, vous faites un choix, vous ne faites pas de choix. Ce choix, moi, je trouve qu'il est important parce que c'est un savoir qu'on a au fond de nous. Vous l'avez dit, sociétairement, on a des musiques qui nous accrochent. Vous parliez des Beatles. Les Beatles, c'est 4 accords. Quand je dis ça, 4 accords directs, très rapides, très pratiques et qui sont efficaces et qu'on peut reprendre tant qu'on veut. Quand on fait une musique plus évoluée, c'est plus difficile. Et donc, moi, j'étais étonné aujourd'hui, c'est que l'IA remplace beaucoup de choses, mais ne remplace pas vraiment la composition. C'est-à-dire que la ligne mélodique, cette mélodie, il la faut. Il faut qu'elle soit dans votre tête et vous allez chercher les ingrédients. Le mot qui va sonner, l'IA peut vous donner tant de mots que vous voulez, vous l'avez tout de suite dit, c'est celui qui va sonner avec la sensibilité. Et je trouve que l'IA est sensationnelle aujourd'hui pour des petits groupes. Par exemple, quand on fait un concert et qu'il nous manque des musiciens et qu'il faut faire un rajout ou qu'on ne peut pas faire sur scène. Et moi, j'ai vu la force de l'IA dans les tournées, en vérité. 9 musiciens avec 40 sons en face, des arrangements monstrueux, et que vous avez derrière toutes les plateformes qui se mettent en marche, les sonorités, ça, je trouve sensationnel pour le spectacle. Parce que les spectacles sonnent différemment. L'image est associée, comme vous avez dit. Elle est associée avec l'IA aussi, que ce soit l'image du visage qui va bouger ou du mouvement qui va se mettre en marche. Je trouve que c'est sensationnel parce qu'on a de plus en plus un monde virtuel, je vais finir. Mais moi, la question que je pose, c'est que la ligne mélodique, celle qu'on invente, celle qu'on a au fond de soi, et que quand on voit quelque chose, on a envie d'écrire une chanson, je ne suis pas sûr que l'IA va le donner aujourd'hui. Mais par contre, je suis sûr que l'IA va vraiment apporter un décor et des idées pour celui qui a trouvé cette petite phrase mélodique. Et c'est ça que je suis intéressé par l'IA aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on est tous intéressés par cette partie-là. Merci pour votre contribution.
Nous allons terminer par l'intervention de Marco Landi. Marco, d'abord, je voudrais, moi, à titre personnel, vraiment te remercier pour toute cette journée. Donc, Marco est le président de l'Institut Europia, également le président du comité d'experts de Smart Deal 06. Merci, Marco, pour cette belle soirée. Bonsoir, les amis. Bienvenue et merci, Fred. Sans toi, cette conférence ne serait pas possible. Je vais vraiment remercier les 4 conférenciers. Formidable. Et qu'est-ce qu'il y a? J'entends quelque chose? C'est quoi ça? C'est de la voix de synthèse? C'est Luc Julia? Non, mais je la reconnais cette voix. C'est Elisabeth Vidal, que j'invite à venir me rejoindre. C'est pas fini. Elisabeth va encore nous chanter quelque chose parce que ça, c'est vraiment l'émotion totale. Merci, Elisabeth. De rien. Alors, non, Stéphane, je voulais juste dire un mot. Je voulais juste dire que, en fait, ce qui nous rapproche tous, c'est le message interprétatif. Et ça, l'IA a encore quelques progrès à faire, à mettre en route. Par exemple, nous avons un texte à défendre. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas du son. Et le son, lui, est émotionnel. On a parlé beaucoup avec un monsieur qui est anatomiste, qui était le doyen de la faculté de médecine ici, et il m'a fait une révélation extraordinaire. Il m'a dit que les 2 seuls nerfs dans notre corps qui utilisent la même enveloppe sont le nerf récurrent, qui est donc celui qui fait vibrer la voix, et le nerf vague, qui est celui qui transporte nos émotions. Pourquoi ces 2 nerfs bougres seraient-ils dans la même enveloppe? Eh bien, c'est parce que la sensation, l'émotion va se transmettre
à la vibration de la corde vocale qui va nous donner l'image de l'émotion. Et ça, c'est extraordinaire. Et je crois qu'aucune machine ne pourra le faire avant très très longtemps. Voilà, je voulais dire ça. Bien alors justement, je vous propose un petit extrait de Manon de Massenet. Et là, vous allez voir, là aussi, une machine aura du mal à mettre un texte et surtout à ponctuer ce texte avec du sens. Et donc voilà, je vous propose un petit extrait de Manon pour m'adresser à vous avec des mots. Une autre, Elisabeth. C'est pas fini. Bravo, certamente. Stéphane Elliott qui accompagne Elisabeth au piano. Merci. Voilà une vie de Stéphane très intéressante à citer parce que Stéphane est à la fois un immense organiste avec les vrais outils d'orgue classiques et en même temps, depuis les années, combien Stéphane, je ne veux pas te vieillir, mais depuis 1990, il manie l'orgue symphonique Yamaha et il en a fait un art. Donc comme quoi, les choses, vous parlez, j'étais tellement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et c'est vrai que là, l'électronique a apporté une chose extraordinaire parce que Stéphane a pu apprendre la musique à des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la musique avec l'école Yamaha. Et puis, il a pu constituer des partitions quand on ne peut pas emmener un orchestre. Il a restitué dans son orgue des partitions d'orchestre entières et on a pu partir, grâce aux estivales, dans tout le département, amener de l'opéra, alors qu'on n'aurait pas pu
faire entendre un son vraiment opératique grâce à sa machine l'orgue symphonique. On a pu. Donc l'IA a son rôle aussi à jouer. Alors, pour conclure, une œuvre on ne peut plus classique. Bach, c'est la joie, c'est Jauchzet Gott in allem Landen. Et c'est magnifique. D'ailleurs, ça se joue à la trompette. Normalement, je compte sur toi la prochaine fois. Voilà. Et on va vous la faire. En fait, on s'est amusé avec Stéphane. On va vous la faire version classique. Et on va vous la faire version jazz juste après. Pourquoi ? Parce que ça nous montre que Bach, sans Bach, on n'aurait pas de variété, on n'aurait rien. Monsieur Bach, merci. Elisabeth Vidal, Stéphane Elliott. Elisabeth, on a un petit cadeau pour toi, s'il te plaît. Viens, parce que sera le président lui-même qui va te le remettre. Et on te remercie beaucoup parce que tu as donné pas seulement de la créativité, émotion, amour, jeunesse. Merci, merci au président Ginesi qui nous donne cette opportunité d'avoir ici au Palais de Revassardes des femmes formidables comme Elisabeth Vidal. Non, ce que je veux dire, c'est un remerciement profond pour 16 ou 17 ans de soutien
à notre association, le Centre d'art lyrique de la Méditerranée, qui a grandi tellement que l'État, sans qu'on demande rien, nous a octroyé un POEC. Je vous explique, c'est une préparation opérationnelle à l'emploi collectif pour former des jeunes chanteurs. Et sur les 15 de la première session, on en a 12 qui sont devenus intermittents du spectacle. Et tout ça, c'est parce qu'on leur permet de se produire ici, à l'Opéra de Nice, mais partout et dans le département, grâce à vous, Président, et aux estivales. Merci. C'était une surprise. Je ne voulais pas le dire à personne, mais le bruit a couru immédiatement. Elisabeth Vidal serait été au Palais Sardes et je pense que ça a été quelque chose de formidable. Et j'espère dans le même temps que vous avez bien apprécié cette conférence, parce que quand on a pensé est-ce qu'il y a va augmenter notre créativité, c'était un point exclamatif, ce n'était pas affirmatif. Vous avez entendu de différentes positions. Mais je pense que vous devez maintenant vous faire la vôtre avec votre expérience. Et nous, on continuera avec cette série de conférences, mais pas seulement des conférences. Vous savez que nous, on a créé ici, à Nice, les premiers procès à l'intelligence artificielle. Et le 15 novembre, avec le support du président Ginesi, nous, on sera à Paris, à l'Institut catholique de Paris, où on va faire le deuxième procès à l'intelligence artificielle. Finalement, quelque chose qui monte de notre département vis-à-vis de Paris. On va faire connaître aux Parisiens qu'est-ce que nous, on est capable de faire dans les Alpes-Maritimes. Merci, Président, parce que c'est grâce à vous, grâce aussi à l'équipe du département, à l'équipe de l'Institut Européen, que je dois remercier vraiment parce qu'ils font un travail formidable. Fred Martin, qui était avec nous. Il faut aussi citer Marie-Aurélie, parce que comme vice-président du conservatoire, on va faire de plus en plus de coopérations ensemble. Et pour finir, je voudrais citer quelque chose que je suggère que vous allez visiter. Au musée Olympia, Madame a organisé quelque chose de formidable. Une exhibition des instruments Anima ex Musica, s'appelle, un peu difficile, mais Delphine Guérard a été capable de collecter des instruments qui sont capables de créer une musique exceptionnelle. Mais si vous regardez la forme de tous ces instruments, sont des insectes. Et vous demandez, mais ce n'est pas possible, parce qu'ici on parle d'IA. Là, vous verrez des insectes qui sont capables de faire une musique formidable. Allez la voir. Olympia, Anima ex Musica. Et rappelez-vous, comme il a dit le président Ginesi, le 10 décembre, au Palais de la Méditerranée, on aura quelqu'un qui sera certainement un peu contradictoire, Laurent Alexandre, pour une grande conférence sur IA et l'art. Merci, bonne soirée à tout le monde.